Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Alexandrina. Bonjour à toi, comment ça va? Hello, ça va et toi? Ça va trop bien, merci. Je suis trop contente d'enregistrer cet épisode avec toi. Moi aussi. Cette saison, on parle de fails d'entrepreneurs dans Tuba. Alors en bon français, les fails, c'est quand on se prend les pieds dans le tapis, quand on échoue, quand on se plante. Et on parle de ça parce qu'on utilise et on voit beaucoup de storytelling sur les réseaux sociaux, de c'est génial, il m'arrive des trucs super cool, etc. Mais en vrai, quand on parle aussi des entrepreneurs et avec des entrepreneurs des dessous, de ce qui se passe dans l'arrière-boutique, on voit que c'est pas toujours aussi pimpant que ce qu'on montre devant. Et donc, je pense que c'est important de parler aussi de ces fails, des erreurs, des « oups, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça » ou j'aurais peut-être pas dû faire ça du tout ». Et pour pouvoir montrer que, bah voilà, il y a plusieurs chemins, qu'on n'y arrive pas forcément du premier coup et que en soi, c'est pas très grave. Merci donc d'être ici, Alexandrina, pour en parler avec nous aujourd'hui et nous parler de ta vie d'experte emailing, notamment, mais plein d'autres choses aussi. Justement, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus ? Alors oui, moi c'est Alexandrina et donc je suis experte emailing. Ça fait un peu plus de 3 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et donc je travaille principalement avec des solopreneurs, agences, prestataires, formateurs, coachs. Et donc je fais de la prestation de services, donc je fais de la rédaction de newsletter, des stratégies, des audits emailing, etc. Et à côté, je vends aussi des produits digitaux comme des templates. Impec. Tout est clair, net, précis, voilà. Pas de fioriture. Aujourd'hui, donc, on va parler de fail et du fait d'échouer. Mais avant de rentrer directement dans le vif du sujet, on s'est rendu compte, quand on a commencé à chercher des invités pour cette deuxième saison, que le sujet avait l'air un peu plus picky que pour la saison 1 et qu'il y a plein de gens qui me disaient non, mais moi, j'ai pas vraiment d'erreurs, j'ai pas vraiment d'échecs ou alors pas de choses à partager, etc. Et surtout, on s'est rendu compte qu'en fait, cette notion d'échec, de manière générale et en particulier chez les entrepreneurs, elle est ultra, ultra subjective. C'est-à-dire que chacun va y mettre un peu ce qu'il veut, ce qu'il pense derrière. Et donc, avant de rentrer dans un échec et qu'on partage quelque chose de très pragmatique ensemble, j'aimerais déjà savoir, c'est quoi, toi, ta définition d'un fail, en fait? Pour moi, un fail, c'est alors il y a plusieurs définitions, mais déjà quand par exemple tu t'es fixé un objectif, par exemple tu voulais faire un lancement à 5 000 € et que t'as pas fait 5 000 €, déjà pour moi c'est un échec. Ouais. Après, je peux aussi mettre dans les échecs des choses dont j'ai eu un peu honte. Par exemple, un impayé, tu vois, en soi c'est pas de ma faute, Mmh. mais je le considère comme un échec parce que je me suis dit ouais, j'ai été quand même responsable dans le sens où j'ai accepté ce client et j'ai rien vu venir. Ok. Donc pour moi c'est quand même un échec. Ok. Donc, tu as dit deux trucs hyper intéressants, enfin, en tout cas, deux typologies d'échecs. La différence déjà, et je pense que ça parlera à beaucoup de gens, la différence entre l'objectif que tu t'es fixé et quelque part la réalité. Je pense que ça peut être vrai sur plein de métriques. Le premier qui me vient évidemment, c'est le chiffre d'affaires, parce qu'en général, voilà, et c'est celui que tu as pris d'ailleurs. Donc c'est un peu se rendre compte que on avait vu peut-être l'histoire plus belle que la manière dont elle se déroule vraiment. Et la seconde, c'est quelque chose qui est plus intérieur, ce sentiment donc plus émotionnel avec plus d'affect, ce truc de honte. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu as dit, c'est j'étais responsable et j'aurais peut-être pas dû quelque part prendre ce client-là en fait. Oui, c'est ça, ça marche aussi pour les prestataires. Tu sais, quand tu as eu un prestataire avec qui ça s'est mal passé Mmh. et que, par exemple, il t'a pas livré les choses dans les délais. Donc, en soi, c'est aussi sa C'est responsabilité. ça, ouais. Mais, tu vois, t'es quand même toi aussi responsable du fait que tu t'es trompé dans ton recrutement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que c'est un sujet hyper important en entrepreneuriat et en lien, en effet, avec les échecs. C'est cette notion de responsabilité de, bah, t'es responsable quand ça se passe bien et t'es aussi responsable quand ça se passe moins bien. Et dans ce que tu dis là, en fait, toi, tu te considères responsable quoi qu'il arrive, en fait. C'est ça? Exactement, que j'achète même un coaching, une formation, que je travaille avec des prestataires, que mon post sur Instagram ou LinkedIn fait un flop, c'est de ma faute. Parce que bah ces personnes-là, ces coachs, etc., bah ils te donnent des choses, mais c'est toi qui dois mettre en place l'action. Ok. Et pareil pour les prestataires, enfin, par exemple, j'ai travaillé avec une commerciale, j'ai investi 3 600 €, j'ai pas eu de retour sur investissement, mais c'est parce que aussi il y a eu des choses que moi j'ai mal fait.
Ok. Donc l'idée derrière, c'est de se dire, si tu es responsable, tu vas toi aussi analyser quel a été ton niveau d'implication quelque part dans l'échec pour pas réitérer. C'est ça, parce qu'en fait, quand tu te considères comme étant responsable, tu vas analyser, OK, pourquoi je me suis trompée? Par exemple, dans le cas à une époque, il y a un an, j'ai travaillé avec des CM. Ils étaient assez jeunes, ils avaient 18 ans. Et c'est vrai qu'ils faisaient souvent des fautes d'orthographe, et j'avais souvent des retards dans les livrables, etc. Et ça peut être aussi dû au fait qu'ils étaient jeunes et qu'ils étaient encore à l'école. Donc, Mhm. ils étaient beaucoup moins attentifs, ils n'étaient pas à temps plein. Donc, forcément, le livrable, il est moins bien. Donc, je me suis dit, OK, maintenant, je vais plus forcément prendre des entrepreneurs aussi jeunes Ouais. parce que ça a été un fail et c'est ok. Moi, j'ai été responsable. Je me suis trompée, j'ai pas vu ça venir et je referai pas la même erreur. Ok. Ce qui est important dans ce que tu es en train de dire, en fait, c'est le truc d'analyse et de bon, bah, ok, c'est pas grave, et de prendre du recul aussi sur je me suis plantée, ça arrive, tu vois. Et en soi, c'est pas grave, on va pas me couper la tête pour ça non plus, mais juste, j'essaie d'analyser pour pas refaire non plus, quoi. C'est ça, parce que même, ok, par exemple pour les CM ou pour la commerciale, ça reste des gros investissements de plusieurs milliers d'euros, mais je me dis en clair, c'est 3 000 € que j'ai entre guillemets perdus. Je sais les retrouver, je sais travailler pour regagner cet argent-là. Donc c'est de te dire, ok, bon, c'est pas si grave, c'est que, en fait, il faut juste savoir appuyer sur le bouton stop. Quand tu vois que Ouais. tu commences un peu à faire des fails, à un moment, il faut quand même savoir appuyer sur le bouton stop. C'est comme les lancements, si tu loupes un, ok, tu essaies de t'améliorer. Si tu Ouais. loupes 2, 3, 4, là, il faut se poser des questions. Ouais. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose et que tu remets pas forcément en question d'une fois sur l'autre. Et c'est ce que je dis souvent, c'est la différence entre la persévérance et l'obstination. Il y a un moment où quand tu refais systématiquement et que ça ne marche pas d'une fois sur l'autre, c'est d'où l'intérêt en fait de tirer les leçons quelque part et pas au sens j'enjolive l'histoire, mais au sens ok ben factuellement il y a des trucs que j'ai bien fait et ça c'est cool on garde et il y a des trucs que j'ai peut-être moins bien fait et ben comment je les fais différemment la prochaine fois quoi. Voilà. Hyper intéressant. Pour entrer de manière un peu plus pragmatique dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous partager un de tes fails, justement? Oui, alors je me souviens d'un de mes fails, c'était il y a 2, 3 ans. Donc oui, je venais de me lancer à temps plein. Avant, j'étais salariée en même temps que freelance et ça marchait plutôt bien. Je commençais à faire mes mois à 10K. Et c'est vrai que j'étais assez confiante sur mes offres. Je me disais, oh, tout marche bien, tout se vend bien. Donc, avec une autre entrepreneuse, on s'est dit qu'on allait co-créer enfin co-animer un atelier qu'on allait vendre, je sais plus à l'époque 60 €. Mais Hmm. c'est vrai qu'on s'était un peu trop reposé sur nos lauriers parce que toutes les deux on vendait bien et tout, et on n'avait pas fait grand-chose. On s'était juste dit, ce sera notre idée, ce sera ça. On va juste faire une page de paiement et c'est tout. Et au final, on a eu, je crois, 4 ou 5 ventes. Donc, on a même annulé l'atelier, on a remboursé tout le monde. Ouais. Et ça a été un échec. Et l'échec, c'était parce que on s'est trop reposé sur nos lauriers. On a fait une offre qui nous convenait à nous, parce que moi, je Ouais. m'occupais de la partie plus technique, elle plutôt de la partie rédaction. Et en fait, c'était pas quelque chose qui plaisait aux autres. Et puis, on s'était pas foulé sur la communication. On n'a même pas fait de page de vente. Ok. On a juste fait la page de paiement, c'est tout. Ouais. Et bah écoute, en même temps, pour récupérer la moula, c'est pratique la Voilà. page de paiement, mais du coup, pas beaucoup. Ok. Ce que tu dis, il y avait le truc de se reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire d'avoir la confiance de se dire, bah aujourd'hui je vends, donc a priori c'est bon, je sais faire, etc. Sauf que c'est pas exactement le même modèle que ce que tu vendais à l'époque. Donc peut-être qu'en effet, en termes de recettes, t'avais pas, enfin tu viens de le dire, on n'avait pas fait de communication, etc. Ça nous convenait à nous, mais on n'avait pas tellement testé le marché. Ça revient très souvent dans les épisodes que j'ai déjà enregistrés sans tu vas, les lancements. Donc c'est un vrai sujet. Pour toi, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mal embarqué en fait et que le truc a viré mal et que finalement ça a pas fait autant de ventes que ce qui était prévu? En fait, je pense qu'on s'est trop enthousiasmées toutes les deux parce qu'en fait, on vendait bien avec chacune de notre côté. Ouais, Moi, je vendais bien de la prestation et du coaching et oui, j'avais déjà commencé à vendre mes templates. Donc, j'étais en mode, oh, tout se vend bien. Elle, c'était pareil, ses accompagnements se vendaient super bien. Donc, on avait trop pris la confiance et on s'est dit, vas-y, on va faire ça et ça va se vendre très facilement parce qu'on vend déjà bien. Et en ouais, fait, on n'avait pas forcément compris que l'atelier, c'est pas forcément quelque chose qui enfin du moins comment on l'a marketé, on ne l'avait pas bien marketé. Et aussi, en fait, quand tu te mets avec quelqu'un, les gens vu qu'ils connaissent pas l'autre personne, c'est aussi plus difficile à vendre. ouais,
Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent les lancements sont foirés ou foireux, je sais pas trop comment dire, on peut voir les deux parfois. Mais et souvent c'est qu'on n'a pas d'expérience avant et donc on part un peu d'une page blanche et on se dit bon ok, je sais pas trop faire, j'essaie des trucs, je sais pas trop ce que ça va donner, etc. Il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire, donc je le tente comme ça. Là c'est différent en fait dans ce que t'expliques, c'est-à-dire que vous vendiez déjà, il y avait déjà cette logique et en gros c'est presque l'inverse. Là où t'as plein de gens qui se lancent, qui vont justement faire des lancements et qui sont un peu dans cette logique de syndrome de l'imposteur, de est-ce que vraiment je vais y arriver, mais bon, je tente quand même, j'y vais, etc. Vous, c'est la logique inverse de syndrome de la confiance, tu vois, de bah, on vend déjà, donc forcément, ça va se vendre, tu vois. Et en fait, bah non. En fait, non. Oui, mais ça, c'est vrai que ça arrive souvent, tu sais, que des entrepreneurs qui, bah, moi, j'ai des clients, ils ont des super mois, enfin, des produits, ils font des mois à, ouais, à plus de 50 000, et Mm. ils ont encore une nouvelle idée de produit, et là, bam, là, ils vont beaucoup faire, enfin, ils vont faire peut-être 10 000, alors ils voulaient faire Ouais, 30 000, et ils comprennent pas. ouais. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est vrai que le cerveau peut tirer vers le bas au sens tu vas pas y arriver, tu sais pas faire, c'est nouveau, etc. Mais aussi au sens vas-y, t'es trop bon, bien sûr que tu sais faire, et puis en fait, tu te prends la porte. Et je me demande si c'est pas plus violent justement dans ce cas-là, parce que comme tu es en confiance et que tu te prends le truc et que tu l'avais pas vu venir, est-ce que c'est pas un échec qui est justement... Enfin, comment tu l'as vécu toi en fait? Alors moi, je m'étais sentie honteuse de devoir annuler parce que moi, je voulais maintenir Ouais, l'atelier même si on n'était que 4-5. ouais, Mais l'entrepreneuse en question, elle m'a dit non, c'est pas du tout rentable. Elle m'a dit moi, je suis à l'aise d'annuler. Je dis bah si c'est toi qui envoie les emails, ça ouais. me va. Ok, Et du coup, moi je veux Feignasse, c'est pas elle qui prévenir. voilà, c'est ça. Elle est plus forte que moi en customer care, donc elle a envoyé les emails et tout le monde était en mode ok. Enfin, il y a personne Ouais, qui s'est plaint. Mais c'est juste que je trouvais que ça fait une mauvaise image parce que tu te dis ouais, j'ai loupé ça quand même. Enfin. ouais, ouais. Et puis, enfin, si tu vendais jusque-là, c'est la première fois que ça t'arrivait de pas vendre quelque part. C'est ça, c'est qu'au début, enfin, à part quand je me suis lancée et que oui, je vendais de la presta et Ouais, qu'au début, c'est vrai que mes premiers mois, tu vends pas beaucoup, mais au moins je vendais. Mais là, enfin, j'avais fait un lancement de coaching à 2 000 € le coaching, ça se vendait. Après ouais, les templates et puis il y a ce petit atelier. ouais. Ouais, c'est ça. Et en plus, différents lancements à différents prix, parce que tu peux te dire, OK, mais tu avais testé que le high ticket quelque part, donc petit C'est produit, c'est ça. différent, etc. Mais tu avais aussi des petits produits, donc C'est ça. Mais oui, les templates, c'était quelque chose de très demandé, alors que l'atelier, bah, nous, on s'est dit, on va le faire. ouais, on a envie, mais Voilà, on a envie. c'est ça. Mais souvent on se dit ça en fait. Je pense que c'est un peu un biais aussi d'entrepreneur, tu sais, de je me lance à mon compte, donc c'est la liberté, etc. Donc je fais ce que je veux. Et oui, jusqu'à ce que ça rencontre quand même le marché, parce qu'en soi faire ce qu'on veut et ce qui nous plaît, tu vois, c'est cool. Mais s'il y a pas de client en face, la boîte elle tient pas longtemps quoi. Donc enfin, je trouve ça intéressant aussi cette idée de se dire, bien sûr qu'il y a cet aspect liberté et qu'on cherche à savoir avec quel client on veut, quelle typologie de client on veut travailler, comment est-ce qu'on veut travailler avec ces clients-là, comment est-ce qu'on va délivrer la prestation, le produit, etc. Mais quoi qu'il arrive, c'est le marché qui a raison en fait. C'est ça. Et je pense qu'en fait, au final, c'est arrivé à tous les entrepreneurs que je connais qui font des super lancements, Mm. un jour de faire un lancement sur un nouveau produit qu'ils pensaient que ça allait être trop bien, alors qu'ils avaient déjà réussi tous les lancements avant. Et Ouais. bah, le produit en question, finalement, il a pas tant plus que ça. Donc, au final, ils l'ont mis dans un autre produit. Enfin, ils sont servis de ce produit pour upseller quelque chose. Ouais. Mais ça arrive souvent. Et ben, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on n'entend pas souvent en fait ce message-là de oui, il y a aussi plein de gens qui vendent très bien et qui des fois sortent des trucs qui ne se vendent pas. Donc si tu en es à ton premier lancement et que ça ne fonctionne pas forcément du premier coup, rappelle-toi qu'il y en a qui vendent très bien et qui quand même de temps en temps ne vendent pas non plus. Donc voilà. Tu nous en as un petit peu parlé, mais ça a été quoi en fait les retombées pour toi et pour ton business ce plantage? En fait, ça m'a pas fait grand-chose au final parce que bah, un mois après, j'avais sorti des templates. Donc, je me suis rattrapée sur ce qui marchait déjà, les Ouais, templates. Donc, ouais. au début, je vendais des templates d'emails de vente. Après, j'ai lancé, je me semble, des templates d'emails de bienvenue, puis les templates de newsletter et ainsi de suite. Mm. Donc, j'ai repris un produit qui marchait bien. C'était plus, sur le coup, c'est un peu la honte de Ouais, l'annoncer aux gens. En fait, c'est plutôt même aux clients parce que les autres personnes qui te suivent, ils savent pas. Donc, ouais, c'est eux, ça. c'est pas très Ouais, grave. C'est plutôt tes clients qui ont acheté, tu dois leur dire que c'est annulé. C'est ça qui te fait un peu, tu te dis ouais, c'est un échec. Mais ouais. Ouais, pour c'est de les autres devoir personnes, reconnaître voilà. auprès d'autres en fait que bon bah c'était pas aussi enfin c'est C'est pas comme ça. prévu et OK. Et du coup, ça a marqué la fin de ta collaboration avec cette autre personne finalement parce qu'en fait, C'est vous avez ça. jamais vendu autre chose J'ai, vous êtes pas j'ai, reparti en disant OK, bah c'est pas grave, on essaye autre chose. ouais, j'ai plus du tout accepté de collaboration, enfin ouais, de co-création de produits depuis.
On m'a Ok. déjà fait des propositions et tout. À chaque fois, je dis non, 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 toute seule, c'est très bien. Toute seule, ça marche. Arrêtez de me mettre dans des trucs où au final, ça ne marche pas. Donc, il y a quand même un truc qui reste de non, en fait, je vais pas co-créer parce que pour moi, c'est pas efficace, quoi. C'est ça, c'est qu'après, je pense, ouais, pour le moment, j'ai pas envie en tout cas. Tout ce que je Ouais. fais toute seule, ça marche. Donc, c'est pour Ouais, ça ben que non, mais c'est ça, quand t'as une recette qui fonctionne, voilà, quitte à faire. j'accepte. Enfin, j'avais déjà accepté les bundles, mais c'est différent, tu vois. Ouais. Ils prennent plein de choses. Ouais, et puis, enfin, la prise de risque est peut-être pas la même non plus. C'est quelque chose qui existe déjà pour C'est toi. T'as ça, pas de création, t'as pas c'est ça. de communication supplémentaire à faire, ou alors tu vas utiliser déjà tes canaux habituels. Donc, en termes d'investissement, temps, énergie, argent de ta part, je pense que c'est beaucoup plus light que de lancer toi-même une offre, en fait. Exactement. Ouais, ok. Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses différemment ou pas? Pour cette expérience, oui, si c'était à refaire, j'aurais largement beaucoup plus sondé mon audience. Parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste fait une petite story en mode: «On veut faire un atelier sur ça, ça. Est-ce que vous êtes intéressés? Oui, non?» Et on avait eu beaucoup de oui. Mais en fait, je pense qu'ils pensaient pas que c'était 60 € l'atelier. Les gens sont là, ouais, vas-y, go. Ah non, c'est payant. Non, Ouais, en fait, pas du tout. donc Ouais. donc la prochaine fois donc depuis, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que je lance un produit, c'est que j'envoie un petit email où j'explique, la promesse du produit, le contenu et je mets le prix et je dis, Ouais. si vous êtes intéressé, cliquez ici et si j'ai plus de 100 clics sur cet email, je lance le produit. Ok. Ouais, donc tu es bien plus précise en fait Voilà. dans ta recherche initiale. Et quand tu dis je lance le produit, ça veut dire que tu commences pas à bosser tant que t'as pas ces retours sur promesse, contenu, prix qui sont validés par un certain nombre de personnes. Exactement et depuis, j'ai aussi souvent lancé des bêta tests où les Ouais. gens payent avant que le produit, soit commencé. Il est même pas commencé le produit, ils payent, un produit qui n'existe pas encore. Comme ça, moi, j'ai déjà de l'argent, je suis sûre qu'il marche et surtout, je suis obligée de le faire. Ouais, voilà. Alors c'est ça. Et du coup, c'est très bon sujet, l'histoire du bêta test, parce que on entend souvent, en fait, cette stratégie de dire vends d'abord et tu créeras après. Et en fait, il y a beaucoup de gens que ça met en PLS de faire ça, qui disent, mais non, mais je peux pas vendre du vent, ou je peux pas vendre un truc que je connais pas parce que je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, etc. Du coup, j'aimerais bien savoir comment toi tu vis cette expérience bêta test. Moi, je l'ai déjà fait aussi, mais je sais que c'est un vrai sujet et que t'as plein de gens qui te disent, non, non, moi, je peux absolument pas faire ça. Donc comment toi tu vis ce truc-là? Alors tu l'as fait plusieurs fois, donc maintenant t'es peut-être rodé, tu vois, mais la première fois que tu l'as fait, comment t'as géré? Alors moi, si j'ai fait des bêta tests, c'était parce que j'étais l'inverse. J'étais là en mode, je procrastinais à créer l'offre parce que je Mmh. me suis dit, je vais créer une offre, mais si je fais 0 vente avec, je vais passer 30 heures de création pour faire 0 vente. Donc j'ai Ouais, pas envie. Donc je me suis dit non, je vais la vendre et après je la crée. Et la première fois, forcément, j'avais peur d'avoir personne et je me suis dit au pire, s'il y a personne qui achète ma bêta test ou genre si j'ai personne, tant mieux. Comme ça, moi, j'ai pas à faire de remboursement. ouais, Et si j'ai, allez, 3, je me dis bon bah c'est pas grave, je leur propose enfin je leur dis que je les rembourse. ouais, Et mais au moins la bêta, ça te permet enfin moi en tout cas, ça m'a motivé à créer le produit. Et parce que tu es obligé, tu leur donnes une deadline, donc tu es obligé. Puis surtout, moi je trouve que c'est pas stressant parce que c'est une bêta. Les gens ils savent qu'ils signent pour une bêta, donc je me dis toujours, au pire si c'est éclaté, mes bêta testeurs vont me dire j'aime pas, donc je refais ouais, au pire. Et au ouais. final ça m'est jamais arrivé, mais au pire, Non, parce que j'allais dire tes bêtas sont ultra quali aussi, donc en vrai, voilà. mais voilà, au pire, c'est ça qui est bien avec les bêtas, c'est qu'on peut même pas t'en vouloir que ton produit est nul, parce qu'on va te dire, écoute, moi, je trouve que c'est pas clair ce que tu racontes, tes templates sont difficiles à utiliser, et dans ce cas, bah, ok, je Ouais, tu refais. réajustes, mais en même temps, c'est Mm. ça, c'est le principe du bêta test. Donc, t'es C'est là pour ça. ça. T'es là aussi en tant que client pour faire des retours en disant bah ça oui, ça non, ça peut-être plus sous cet angle-là. Donc, au moins, c'est vrai que c'est clair dès le démarrage. Et c'est ce que tu dis. Tu dis j'avais peur aussi de faire zéro vente. Donc, quelque part, cet échec précédent. Zone comme ok, ça m'est déjà arrivé de faire très peu de ventes et de devoir annuler, donc je sais ce que c'est. Et du coup, j'inverse quelque part le processus en disant bah déjà, je sonde au maximum en étant précise encore une fois sur la promesse, le contenu, le prix. Et une fois que je sens qu'il y a suffisamment de gens qui sont chauds et qui ont tous les critères en tête, ce que tu disais, c'est que quand tu l'avais fait pour l'atelier, ils n'avaient pas forcément de critères prix. Donc, tu as des gens qui vont te dire, ouais, ouais, moi, je suis chaud patate pour du gratuit. Et puis, en fait, quand il y a le prix qui tombe, bah non, je suis plus du tout chaud, tu vois. Mais le fait d'avoir un volume suffisant de gens qui te répondent, oui, on est au taquet sur tous ces critères-là, te sécurise pour pouvoir créer ta phase de bêta test derrière et commencer à créer vraiment. Exactement. Ouais, mais je trouve ça hyper intéressant. Et en effet, je pense que c'est aussi une manière de pas contourner l'échec, mais de minimiser en fait les risques que de le faire de cette manière-là, c'est-à-dire de d'abord, enfin, quand on a un doute, c'est toujours, et de toute manière, c'est le marché qui a raison. Donc d'aller d'abord sonder le marché et de préciser avec le marché pour créer.
plutôt que d'être, ce que tu disais, en mode procrastination, parce en plus, quand t'es un peu à l'aveugle, pour l'avoir vécu aussi, t'es en mode non, mais je vais mettre ça parce que je pense que ça peut intéresser les gens, et puis je pense que je vais mettre ça. Et en fait, le je pense, en fait, on est que dans notre tête à se dire, à imaginer que ça peut plaire, que les clients peuvent avoir besoin de ci ou de ça, alors qu'en vrai, peut-être que absolument pas, et qu'ils ont besoin d'autres choses à côté que tu vas pas mettre dans ta formation ou dans ton accompagnement ou dans tes templates, tu vois. Et si on leur pose pas la question, on passe complètement à côté de ça, donc c'est ballot, quoi. Oui. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un qui s'apprête à faire la même boulette que toi, que celle que tu as faite sur l'atelier? Vraiment, mon meilleur conseil avant de lancer n'importe quelle offre, c'est de sonder un maximum, son audience et surtout avec les sondages sur LinkedIn notamment ou en story, mais aussi dans la newsletter en leur demandant de cliquer si ça leur plaît. Mais pour, voilà, juste déjà faire valider la promesse, faire valider le format, que ce soit audio, vidéo, texte, ou autre, la durée, est-ce que tu veux 1 heure, 2 heures, 3 heures de formation, le prix, tout ça. Parce qu'en fait, de toute façon, quand je vois que quelqu'un il loupe son lancement, c'est à cause de l'offre, Ouais, généralement. Et généralement, quand je leur demande, t'as sondé les personnes, ils me disent, oui, j'ai demandé à mes clients. Mais les clients, déjà, il faut pas leur demander à eux parce que, ouais, bah, ils vous aiment déjà bien. c'est Donc, ça. Qu'ils ont déjà acheté, mais c'est du coup sur ça. quelque chose qui existe déjà. Donc en fait, ouais, C'est ça. Donc, vu qu'ils vous apprécient, ils vont dire oui. Il faut vraiment demander à des personnes et attendre. Par exemple, si on a que, j'avais une copine qui, pareil, elle avait une idée de formation et je lui ai dit, bah, fais un sondage. Et elle m'a dit, OK, mais il faut que j'ai combien de réponses? Je lui ai dit, au moins 50. Parce que si tu as que 5 réponses, parmi les ouais. 5, il y en a peut-être 4 qui vont pas acheter pour X ou Y raison. Donc, tu Mm. vas juste avoir une vente. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir un maximum de réponses. Ouais, et de volume, parce que c'est ça qui va faire que dans le volume, il y en a qui vont peut-être te dire oui, mais en fait c'est pas tout de suite, ou c'est pas pertinent maintenant, ou enfin bon bref, il y a plein. Ils peuvent te dire oui et sans forcément acheter non plus tout de suite derrière. C'est quoi ton taux entre les gens qui, tu vois, quand t'as 100 personnes qui te disent oui, il y en a combien qui achètent concrètement derrière? Oui, j'en avais plus d'une centaine qui m'avaient dit oui. C'était pour le pack emailing ultime, c'était des templates. Ouais, Et pour la bêta, j'avais fait 2 000 €, donc je crois que c'était 40 ventes. ouais. Et en lancement, j'avais fait un lancement de 6 000, 7 000. Donc à l'époque, je crois que Euros, c'était ouais, 75 € le ouais, produit. ok. Donc il faudra faire les calculs. Ouais, débrouillons avec ça. Ok, mais enfin déjà, ouais, ce que tu dis, c'est sur plus de 100 personnes qui t'avaient dit je suis intéressée. La bêta concrètement, t'en as vendu une quarantaine, dont peut-être dans les 40 des gens qui t'avaient pas répondu au départ et qui ont quand même pris parce que C'est quand ça. les messages sont passés de ça y est, c'est le moment de la bêta, qui ont pris sans forcément avoir répondu. Exactement. Surtout que j'avais aussi fait un post LinkedIn et Instagram, Hmm. alors que la question, est-ce que ça t'intéresserait, c'était que à ma newsletter. Ouais, ouais, ok. Ouais, d'où cette logique de volume en fait, et de se dire, C'est ça. après ça dépend du prix de ton produit, mais sur la logique là que tu as toi de vendre les templates, tu as besoin de volume parce que c'est pas 100 qui te disent oui qui vont tous acheter quoi. Et je pense qu'il y a un truc aussi, tu vois, de pas le prendre pour soi et de se dire ah ben il m'avait dit oui et finalement ils le prennent pas, tu vois. J'avoue, ça peut être frustrant au début. Enfin, moi, je sais que quand je démarrais Ouais. dans l'entrepreneuriat et que je demandais qui était intéressé à l'époque, j'avais une formation, par ma formation, mon email, et je voyais plein de gens qui disaient oui, mais ils Mm. achetaient pas. Et j'étais en mode, bah, pourquoi vous achetez pas? C'est ça. T'as dit que t'étais intéressé, achète maintenant. Ouais. Mais bon, c'est que c'est pas le bon moment, c'est qu'ils ont pas encore le budget. De toute façon, les objections qui revenaient le plus souvent, c'est j'ai pas le temps, Mm. c'est l'argent. Je suis pas sûre que ce soit vraiment fait pour moi finalement. Ouais. Et ils ont pas forcément compris tout ce qu'il y avait dedans. Ils sont pas sûrs de rentabiliser leur investissement. Ouais. Mais tu vois, même ça, en fait, en matière, c'est hyper intéressant. Ceux qui disent oui et qui finalement n'achètent pas, c'est des gens hyper intéressants à aller voir et en disant, mais attends, t'avais dit oui, du coup, c'est quoi l'objection? Parce que, enfin, pour autant, ça te permet de préciser les fois d'après, de préciser ta promesse, de préciser les communications que tu vas faire, ce que tu vas utiliser, etc. Et de commencer à contrer les objections, notamment. Donc, même cette matière-là de gens qui te disent oui et puis qui finalement n'achètent pas, c'est hyper, hyper intéressant, en fait. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'envoyer à ta mailing list et aussi de le publier sur les réseaux sociaux un petit questionnaire après ton lancement Mm. et de l'envoyer aux personnes qui n'ont pas acheté ton produit pour leur demander pourquoi tu n'as pas acheté le produit. Tu peux même le mettre en anonyme si tu vas avoir un maximum de réponses, comme ça les Mm. gens ils peuvent se lâcher et C'est ils ça. verront Lâchez-vous, juste. voilà, juste je veux comprendre la raison. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est parce que vous trouvez qu'il est nul? Enfin, c'est quoi la vraie raison? Ouais, ouais, et du coup, ça donne aussi des données concrètes. Et je trouve que quand on est soi-même, tu vois, dans un questionnement ou un doute, de dire, ah, mais attends, ils avaient dit qu'ils achetaient, ils achètent pas. Du coup, c'est peut-être qu'un truc que j'ai mal fait. Ou voilà, le fait de poser la question, au moins, tu as les vraies réponses et tu vois, t'arrêtes de gamberger sur, ah, c'est peut-être ci
ou c'est peut-être ça qui est pas bien ou qui est pas complet, etc. Et tu as des vrais retours de gens qui avaient dit qu'ils étaient intéressés et qui te permettent de toute façon de construire et de réadapter par la suite. Donc c'est trop bien. Il y a un autre truc que tu as dit, c'est l'offre qui n'est pas bien ou qu'il faut ajuster, etc. quand on vend pas. J'entends souvent en ce moment le truc de le problème, c'est pas le produit, c'est l'offre. C'est-à-dire que le produit en soi, il est toujours bon. Le problème, c'est la manière dont on le package, c'est la manière dont on le présente, c'est la manière dont on en parle. Et en fait, il y a un vrai sujet, je pense, autour de ça dans l'entrepreneuriat, autour de l'offre en tant que telle et de comment l'expliquer, comment la rendre visible de l'extérieur. Parce que soit quand on le crée ou quand on réfléchit à quelque chose, ça nous paraît assez clair, ça sort de notre tête. Donc, a priori, on est à peu près au clair dessus, quoique. Des fois pas trop. Mais c'est à peu près clair, mais c'est pas parce que c'est clair pour nous que ça l'est forcément pour le reste du monde en fait. Et donc je trouve ça hyper intéressant de se dire comment est-ce que je rends ça le plus lisible possible, le plus tangible possible sur ce que ça va apporter, les bénéfices, etc. C'est les bases du marketing, hein, mais souvent j'ai l'impression qu'on passe un peu à côté de ça en fait. Oui, et aussi, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté du fait qu'ils n'arrivent pas à différencier leur offre de leurs concurrents. Par exemple, je pense notamment à tout ce qui est coach de vie, qui sortent des formations un peu sur, par exemple, je sais pas, la confiance en soi. Typiquement, Mm. c'est le sujet qu'on voit partout. Et ils ont tous des formations sur la confiance en soi, mais on ne sait pas c'est quoi la différence Ouais, entre la formation de, je sais pas, Emma, la formation de Eva et la formation de Louis. C'est tout. Enfin, ouais, c'est la même promesse, c'est gagne confiance en toi, mais une vidéo de 1 heure, mais on sait pas la ouais. différence, donc on n'en achète aucune. Ouais, c'est ça. Et des fois, on se dit non, mais je vais quand même pas préciser ça parce que c'est évident, etc. Bah, c'est peut-être évident pour nous dans notre tête, mais ça n'est pas de l'extérieur. Donc, tout est bon à être précisé. Et encore une fois, quand on a un doute, on demande au marché, on demande à la cible. Et en général, c'est quand même eux qui ont les réponses. Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé à passer ce fail ou d'autres, d'ailleurs, si tu en as eu d'autres? Oui, il y a le livre de Alex Hormozy, 100 millions offers. Mm. Il est vraiment excellent. Il vous explique comment créer une offre à laquelle on ne peut pas dire non. Et c'est grâce à cette offre-là que j'ai pu créer mon pack emailing ultime que je parlais tout à l'heure, qui m'a Ouais, permis de faire 40 ventes en 24 heures même pas, en une journée de bêta ouais, test. Et c'était la première fois que je faisais une bêta test. À savoir que j'ai refait des bêta tests après et c'était en 6 heures que je vendais ouais. les 40 ventes. Donc la première, c'est la plus où ça a pris plus de temps, mais les autres en 24 heures. quelques heures. Ouh, c'est ça. Et même pas 24 heures, parce que je l'ai Ouais, lancé à 7 heures du matin et à 23 heures, j'avais déjà tout vendu. ouais, ok, ok. Alors que les autres, c'était dès l'après-midi, il y avait plus de place. Et parce qu'après, dans les bêtas, les gens ils se disent ah ouais, mais on sait que enfin il y aura plus de place. Ouais. Donc et après ils achètent directement, ils voient une email, ils achètent. C'est ça, tu te dis c'est maintenant en fait. Voilà. C'est ça. Parce qu'après ils prennent l'habitude, ils savent que Ouais, bah il y a plein de gens. C'est ouais. juste la première qui est un peu plus longue, mais les autres ça va. Donc lui c'est vraiment ma ressource top top top. Après je réfléchis. Non, je pense que enfin en tout cas moi c'est vraiment lui qui m'a aidé. En plus le livre, enfin vous l'avez en version gratuite. Enfin c'est la vidéo, parce qu'il fait Mm. aussi un cours gratuit en ligne. Et moi j'ai acheté le livre sur Kindle, donc c'est parfait. Il est en français en plus. Ok, parfait. Il n'y a même pas besoin de traduire. On mettra de toute façon le lien dans le descriptif de cet épisode. Merci beaucoup pour cette ressource. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Alexandrina sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit sur LinkedIn, en story, au prochain apéro avec tes voisins, où tu veux, ça marche. Si tu as connu un fail, un pied dans le tapis, un ratage, bref, t'appelles ça comme tu veux, et que tu veux venir le partager avec moi dans Tuba, cette saison, tu peux postuler. Donc pareil, dans le descriptif de cet épisode, tu as le lien en fait pour venir postuler. Et donc, on papotera, je vais y arriver, on papotera de ton fail. Merci beaucoup, Alexandrina, d'être venue me parler dans Tuba. Avec plaisir, et à très vite. À très bientôt, merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.